en allant à ces négociations, les Iraniens, premièrement, montrent leur faiblesse, deuxièmement, vont essayer au maximum de servir leurs intérêts avec la possibilité de pouvoir se réarmer à court terme, moyen terme ou long terme. Nous sommes avec un spécialiste du monde arabe. Nous sommes avec Dr Efraim Herrera. Efraim, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors, comment, d'après vous, est-ce que vous pouvez essayer d'imaginer, ou peut-être que vous avez même analysé cette situation, comment le régime des Mollahs, comment le régime iranien, en tout cas de ce qui reste de ce régime, comment a-t-il accueilli ce cessez-le-feu déclaré par les États-Unis par l'intermédiaire du Pakistan? En fait, ce qu'il faut comprendre, qui est très important, dans l'islam, il est interdit de faire une armistice ou un cessez-le-feu si on n'est pas en état de faiblesse. Ça s'appelle Douf al-Mouminin, la faiblesse des croyants. Donc le simple fait que l'Iran accepte des négociations en situation de guerre montre sa faiblesse. Et c'est contraire à ces analyses qui disent que nous n'avons causé, nous et les Américains, aucun dommage aux Iraniens, alors qu'on voit bien qu'on a détruit leur aviation, une grosse partie de leur marine, une grande partie des bases militaires, les centres de recherche et développement, les laboratoires, les infrastructures qui permettent la production d'armements et encore bien d'autres, les dirigeants, une grande partie des dirigeants politiques et des dirigeants militaires. Cette situation est devenue une situation insupportable et impossible pour l'Iran, qui est bien obligé de se contraindre à des négociations qui, je le rappelle, ne vise dans l'islam qu'à obtenir du temps pour pouvoir se réarmer, se renforcer et retourner au combat. C'est la base et le modèle de Mohammed à Hudaybiyyah, quand il avait perdu face à la tribu Quraïch de la Mecque, et 2 ans après, il avait rompu cet accord de manière unilatérale et conquis la Mecque à la tête de 10 000 hommes. Donc, en allant à ces négociations, les Iraniens, premièrement, montrent leur faiblesse, deuxièmement, vont essayer au maximum de servir leurs intérêts avec la possibilité de pouvoir se réarmer à court terme, moyen terme ou long terme. Et donc, si accord il y a, la nécessité absolue sera d'un contrôle très, très étroit. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une probabilité non nulle que ces accords ne se réalisent pas. Nous n'avons pas les données de l'accord de cessez-le-feu qui a été fait entre les États-Unis et l'Iran. En fait, ce que vous nous dites, Efraim, c'est que l'Iran, en fait, en acceptant ce cessez-le-feu et en acceptant toutes les négociations, c'est un subterfuge, en fait, pour gagner du temps. C'est toujours un subterfuge. La guerre est tromperie dans l'islam. C'est toujours. Mais ce que ça indique bien, c'est que l'Iran se considère comme faible. Parce que sinon, il n'aurait pas le droit de rentrer en négociation. C'est comme si on disait pour un juif, vous allez manger du cochon. C'est impossible, impensable. Il faut absolument pour eux que la situation soit objectivement une situation de faiblesse. Et à ce moment-là, dans l'intérêt de la nation islamique, la maslaha en arabe, alors on signe un accord qui est appelé à être annulé de manière unilatérale sans aucune condition. Le papier sur lequel ils vont signer n'a aucune valeur. La seule possibilité en cas d'accord, c'est un contrôle très très étroit avec des sanctions très très fortes au cas où il commence à être rompu d'une manière ou d'une autre. Est-ce que le fait que, justement, l'économie iranienne est au plus bas, peut-être qu'il va y avoir aussi un soulèvement de la part des opposants au régime, est-ce que cela peut faire pencher le régime d'une manière ou d'une autre? Absolument. On a déjà vu depuis hier, d'ailleurs, un groupe qui s'est levé en Iran et sa tactique est de s'approcher des barrages, des bassiges, et arriver à ce barrage de tirer sur les bassiges. Donc pour l'instant, c'est un phénomène qui est pas encore très développé en Iran, mais il ne faut pas oublier que les gardiens de la révolution est une minorité entre 100 et 200 000 hommes qui tiennent toute l'économie du pays et qui
exploite de manière éhontée le peuple iranien dans son ensemble, qu'il soit persan ou pas persan, qu'il fasse partie des communautés minoritaires ou de la majorité. Donc, il y a une haine profonde du régime, qui est un régime qui exploite son peuple de manière éhontée, qui tire sur les civils, qui emprisonne, qui met à mort des civils. Et donc, il y a une possibilité comme ça. Pour ça, il faut que les États-Unis et Israël continuent à forcer, à faire le forcing contre le régime et aident. Le président Trump avait dit d'ailleurs la semaine dernière, ou au début de semaine, je ne me rappelle plus exactement, qu'ils avaient fait parvenir des armes aux opposants au régime. Donc il y a une possibilité comme ça qui est non nulle, mais il ne faut pas oublier que le régime, avec ses bassiges qui comptent en armée régulière des centaines de milliers de soldats et avec les forces de réserve des millions, la situation n'est pas facile et pas aisée pour faire une révolution. Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut discerner aujourd'hui qui dirige vraiment l'Iran, notamment cette question autour de Mojtaba Khamenei, qui n'est pas apparu, qui a fait des déclarations, mais seulement des déclarations écrites pour le moment, avec un grand point d'interrogation sur son état de santé. Est-ce qu'on peut savoir qui aujourd'hui est à la tête de ce pays? Du point de vue théorique, celui qui est à la tête du régime, c'est le Wali el-Faqih, c'est le dirigeant, c'est effectivement donc le fils de Khamenei, qui a la Isma, qui est donc infaillible et qui est censé donner les ordres et gérer. On ne sait pas quel est son état de santé, mais de facto, qui nomme ce dirigeant? Qui le nomme? Ce sont les gardiens de la sécurité, de la révolution, qui sont majoritaires dans le corps qui élit le remplaçant du dirigeant au cas où il meurt ou il arrive un accident quelconque. Donc en fait, ceux qui dirigent le pays, ce sont les gardiens de la révolution, personne d'autre. Ceux qui ont tous les moyens économiques, qui ont les moyens militaires, n'oubliez pas que l'aviation, le nucléaire et les missiles sont uniquement aux mains des gardiens de la révolution et pas de l'armée iranienne du tout. Ce sont eux qui dirigent et ce sont eux qui prennent les décisions. Dernière question concernant aussi le rôle du Pakistan dans ces négociations. On a vu que, pour nous en tout cas, qui ne suivons pas peut-être aussi bien l'actualité comme vous, et cette actualité dans cette région, ça nous a surpris que tout d'un coup ce pays joue un rôle important dans ces négociations, et on peut dire que c'est un peu grâce à lui ou à cause de lui que ce cessez-le-feu a été instauré. Comment vous l'expliquez ? Le Pakistan est un pays très fort qui a une arme nucléaire. Il est connu comme étant d'un côté musulman profondément. Hein, il y a des mises à mort pour ceux qui disent du mal du prophète ou transgressent des lois fondamentales de l'islam. Et d'un autre côté s'oppose à l'islam politique radical et qui a une minorité chiite importante. Et en plus, qui a un accord avec l'Arabie saoudite, qui est en guerre de facto avec l'Iran. Donc, du point de vue musulman, il correspond bien à l'image d'un pays neutre entre l'Iran et les pays sunnites qui l'entourent. Par rapport à Israël, il ne faut pas oublier que Maoudoudi a été l'idéologue qui, après lui, a fait naître en fait les frères musulmans, qui est profondément antisémite. Et on a entendu le ministre de la Défense pakistanais dire hier que Israël est un cancer qu'il faut éliminer. Donc vous avez un pays qui, par rapport à Israël, est profondément antisémite. Très bien. En tout cas, merci beaucoup docteur Ephraim, pour toutes ces explications et cette analyse concernant donc l'Iran et le Pakistan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Shabbat Shalom. Merci, Shabbat Shalom.